Salut à toi. Aujourd'hui, dans cet épisode hors série, j'ai l'infime honneur de recevoir Florence Edaminou. Je t'invite à le découvrir maintenant. Donc, comment vas-tu, Florence? Ben écoute, ça va bien, Ziad. Commençons par le commencement. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation, Florence. Tu me vois flatté, c'est pas tous les jours qu'on a le droit d'avoir quelques minutes de ton temps de qualité, mais Bon, surtout, là, ah bah écoute, tu m'as transféré un chèque, je fais selon le script. c'est un chèque en bois ou je sais pas comment on dit ici. Oui, oui, mais tu sais, le bois, c'est comme l'eau, faut en profiter, bientôt il n'y en aura plus. Oui, c'est sûr. Non. Plus sérieusement, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter? Qui es-tu, Florence? Même si je suis persuadé que tout le monde devrait te connaître ou te connaît. Non, je pense pas. Moi, je suis une anonyme, je suis dans mon petit coin, je fais mes affaires. Alors, je vais me présenter. Je vais présenter un ou deux ou six personnages que j'ai en moi où je me présente. Écoute, tu parles Non, mais une asiate, petite j'ai plus de simplicité. 700 voix dans ma tête, donc vas-y. Ok, d'accord. Parce qu'on est plusieurs personnes. Non, mais ben voilà, moi c'est Florence Sedaminou Muratet. J'aime commencer en fait par le fait de dire que je suis anthropologue parce que c'est vraiment ce qui m'a formée et qui continue à me former là tout au long de ma vie. Professeur de français et d'histoire. Ça c'est voilà, c'est ça, c'est un concours que j'ai passé en France hein, parce que je suis née en fait en banlieue parisienne. Et donc, c'est ça. J'ai passé dans ma carrière, dans ma formation, un concours de prof. Je n'ai pas enseigné en France. Je suis partie quand même assez tôt, en fait, dans ma jeunesse. Puis, j'ai enseigné le français, les sciences sociales. Je me suis respécialisée en chemin en didactique des langues et en ingénierie pédagogique. Et puis, c'est ça. À partir de ça, j'ai évolué beaucoup toujours dans le milieu de l'enseignement, dans de l'éducation au sens large, puis enseignement supérieur. Puis actuellement, je travaille comme chargée de projet et conseillère en pédagogie numérique. Et puis, je suis autrice aussi, animatrice de balado, puis décoratrice d'intérieur. Voilà, voilà, tout, tout. Donc, ma première question, c'est est-ce que ça sera dans l'examen de fin de session? Écoute, commençons par le commencement. Tu as Mhm. dit que ce qui te caractérisait le plus, c'était d'être une anthropologue. Ouais, c'est ça. Ça C'est vient, d'être. ça vient d'où? Ça vient de papa-maman? Ça vient du... Non, écoute, ça vient pas de papa-maman, ça vient d'Indiana Jones. Ok, Tu vas comprendre très vite, parce qu'en plus, il n'était pas anthropologue, mais c'est ça, je recule un peu, puis ça va dévoiler plus ou moins mon âge, mais bon, je suis à l'aise avec ça, mais dans les années, tu ouais, sais, Indiana Jones 90, je pense. oui, Ouais, oui, je vais le dire tout par là. premier, ouais, par là. Je dis non, je vais dire même, c'était avant, c'était Ouais, 82, 84, le premier. ouais, c'est ça, c'est ça. En tout cas, voilà, la première fois, je tombe sur ce film, sur ce monsieur, là, aventurier, avec tous les problèmes éventuellement que ça peut poser actuellement aujourd'hui, mais j'ai été fascinée. Moi, j'ai toujours été fascinée par l'aventure, l'exploration, puis sachant en plus que j'ai grandi en France de parents originaires du Bénin, il y avait comme cette volonté d'aller un peu, je dirais, découvrir peut-être mes origines ou pas, mais d'être ouvert en fait aux autres et aux autres cultures. Puis en voyant Indiana Jones, je me suis dit, oh là là, je pense que je devais avoir 7 ans. Je me suis dit, oh, j'ai vraiment envie de faire quelque chose comme ça. Je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il fait. Et puis là, ça a été vraiment la première fois où j'ai commencé à poser des questions. Qu'est-ce qu'il fait Indiana Jones archéologue, historien. Puis je prenais des notes et je me disais, ouais, il faudrait que je fasse quelque chose comme ça. Arrivé à la fin, je dirais, du secondaire, qui est l'équivalent du collégial, non, du secondaire, qui est l'équivalent du lycée, en fait, en France, j'ai une professeure de français qui me dit, parce que moi j'étais persuadée qu'il fallait que je sois spécialiste en quelque chose. Puis j'ai toujours eu beaucoup de facilité avec les langues et le français. Ok. Donc, ouais, j'avais plutôt des bonnes notes, je pense, en français, mais elle, bah, chargée de tout ce qu'elle a pu être chargée, en tout cas, elle a dit à mon père, bah non, en fait, Florence, je la vois bien en secrétariat
Puis c'est elle qui, et puis je l'ai regardée, je lui ai dit: «Ah, mais vous savez ce que c'est que l'anthropologie?» Et elle me dit: «Ah bon, quoi? De quoi tu parles?» Enfin, et je lui ai dit: «Bah non, je vais être non seulement prof de français, mais je vais être anthropologue aussi, puis vous allez voir». Puis à partir de là, en fait, je pense que c'est cette prof sans le savoir qui m'a motivée. Elle m'a donné la puissance de continuer, puis, mon père voulait que je sois médecin. Et je lui ai dit: «T'inquiète pas, je vais être docteur, papa, mais ça va pas être ce type de doctorat». Et voilà, c'est comme ça que j'ai continué en anthropologie, spécialisée dans le domaine africaniste. Puis après, j'ai fait en fait une recherche en Amérique du Nord, à New York. C'est sur les bandes organisées et sur les conflits en fait, entre les bandes organisées, les différentes, populations du Bronx. Et puis, c'est ça, et je continue en parallèle avec le français et autre chose. Voilà comment pour essayer de faire court. Ah, écoute, je veux dire, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, ça commence à devenir limpide pourquoi je voulais encapsuler notre échange. T'amènes en fait, tu es en train d'ouvrir plein de portes. Dont je suis le plus curieuse, c'est quel film qui t'a fait décider d'étudier le gangstérisme à New York? Dangerous Mind avec Ok, Julien. d'accord. La fille qui s'inspire que de films, qui dit ah, ok, d'accord. Mais en fait, j'ai fait plein de trucs comme. En fait, je me rends compte que je suis. Parce que je me rappelle quand je vivais en Inde, je regardais une série qui s'appelait Euf. C'était un psychologue et je me suis dit, je vais faire psychologie. Puis j'ai commencé des études de psychologie, mais j'ai dit non, mais là, t'arrêtes tout de suite, arrête tes bêtises. Ouais, je suis inspirée par les films dans ma vie. Écoute, il y a pire comme inspiration, puis ça reste un art noble. Par contre, là, tu viens on va vendre le punch tout de suite. Tu viens de dire que tu étais en Inde. Ouais, Tu viens de dire que tu étais à New York. ouais. À partir de quand tu as commencé à voyager? Pourquoi tu as voyagé? Qu'est-ce que ça t'a amené? Ouais. Bah, c'est ça, en C'est fait. ça que les gens se rendent compte à quel point tu es, je veux dire, tu es toi. Oui, bah, écoute, j'ai commencé à voyager dans ma tête très tôt. Oui, Tu sais, je te disais là, je pense que ce film, il a vraiment, impliqué plein de choses. Tu sais, c'est Indiana Jones, c'est la découverte, c'est des nouvelles contrées et tout ça. Puis, on partait en vacances, en fait, avec mes parents, mais les vacances, c'était un retour pour eux, comme on dit en France, au bled. ouais, Donc c'était pour aller voir la famille et tout ça. Donc, c'est vrai que j'avais quand même de la chance, mais voilà, c'était des voyages aller-retour entre la région parisienne et puis Cotonou au Bénin. J'ai fait plusieurs langues, donc j'ai appris plusieurs langues, donc ça m'a appris des langues européennes, hein, mais je parle en fait le faux qui est ma langue maternelle. Enfin, et donc ça m'a fait aussi découvrir différents aspects. Puis quand je faisais mes études, j'ai rencontré des gens un peu partout, tu sais, des étudiants internationaux et tout. Puis je me disais, ah, c'est intéressant, tu sais, comment ils vivent dans leur pays, Et je me suis dit, ben, si je passe encore un concours ou si je ne sais pas où je serai, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir voyager, oui, de travailler, mais que le travail me permette de voyager. Je savais une chose pertinemment, c'est que je ne voulais pas rester vivre en France pour différentes raisons. J'ai toujours été, je dirais, attirée par l'exploration. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré mon mari, on s'est rencontrés quand même assez jeune, mais bon, c'était mon meilleur ami. Puis lui, il était en école d'ingénieur. Après avoir fini son école d'ingénieur, je lui ai dit, écoute, Christophe, si tu veux que ça marche entre nous, là, pour la vie, bah, tu sais, il va falloir que tu te cales sur moi, ce qui me motive dans la vie. Puis moi, ce qui me motive dans la vie, c'est de vivre ailleurs. Tu me disais ailleurs où? Dans le sud de la France, au Luxembourg et tout, en Belgique. Je dis non, moi, ça va vraiment être ailleurs, là où on s'y attend pas. Puis il me dit, ah, ok, je prends ça en note. Puis quelques années, je dirais 2 ans plus tard, c'est bête ce que je veux dire, mais moi j'adore le cinéma de Bollywood. oui. Et les jeudis, c'était soirée Bollywood. Donc on allait dans le 13e, là on avait notre petit restaurant en fait du sud de l'Inde, où on se prenait nos plateaux repas, puis on se faisait un petit film de Bollywood. Puis moi je rêvais de ça. Et ce soir-là, il me dit, ça te dirait toi d'aller vivre en Inde? Je fais, que?
Je dis: «Comment ça?» «Mais bah, ouais, ça me dit». Elle me dit: «Ouais, parce que j'ai une proposition, dans le sud de l'Inde». On avait eu un bébé là qui avait 3 mois, puis j'ai dit: «Bah, tu sais quoi? Vas-y, on y va». Il me dit: «Ouais, mais bon, tu sais, ici, tu as quand même des choses, tu sais, professionnellement, ça démarre bien pour toi. Est-ce que tu te vois?» Je dis: «Bah, tu sais, je suis prof, tu sais, je suis plein de choses, donc tu sais, là-bas, je me redéfinirai, il y a pas de problème». Et en fait, bon, il y avait mon ego un peu qui était touché parce que moi, j'étais persuadée que c'était lui qui allait me suivre. J'ai un problème aussi par rapport à ça, là, dans les couples et dans la balance. Je veux pas être la femelle dominante, mais en tout cas, quand j'allais au resto, moi, je disais non, vas-y, arrête, je vais payer la note. Tu sais, je reprenais toujours. Donc, il y avait mon ego, mais je me suis dit, tu sais quoi, non, franchement, Florence, tu sais, il n'y a pas de souci, vas-y. Puis c'est comme ça qu'a commencé notre aventure. C'était en 2007. Et puis, je suis plus jamais rentrée. Donc, c'est ça, comme ça que je suis partie. C'est cool. Après, si je me trompe pas, tu as enchaîné avec Singapour après l'Inde, Non, pas tout de non? suite. Après l'Inde, on est parti en Afrique du Sud. Ok, nice. C'est Oui, ça. c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, en Afrique du Sud. En Inde, ce qui s'est passé, c'est que en tant que femme, parce que là, il était vraiment dans un contexte d'expatriation, Oui, c'est son employeur qui l'envoyait. Donc moi, j'avais pas le droit de travailler. oui, J'avais pas le droit de travailler, j'avais le droit d'étudier, d'où pas la philo, la psycho là, avec la série. Mais j'ai créé ma propre boîte en fait de design d'intérieur parce que ça fait partie des choses que ça faisait partie de hobby, mais je l'ai plus ou moins en fait essayé de le transformer en modèle d'affaires. Puis ce que je faisais en fait, c'est que j'aimais aussi beaucoup dessiner. J'ai beaucoup de créativité en ce qui concerne en fait et d'attrait au mobilier, aux belles choses un peu, je dirais, qui viennent de pays lointains. oui. Je collectionne en fait des meubles, des trucs comme ça et tout. Puis je disais, écoute, je vais faire quelque chose. Donc j'allais dans le nord de l'Inde. L'Inde, c'est fabuleux. C'est un pays, mais tellement vaste en termes de créativité. C'est immense. Tu sais, c'est vraiment intarissable. Puis j'allais dans le nord de l'Inde. Ils avaient tout ce savoir-faire en fait artisanal de choses qu'on a plus ou moins perdu dans nos sociétés occidentales, qu'on retrouve quand on s'éloigne un peu dans les villages ou dans Oui. certaines provinces. Mais il y avait tout ça, puis c'était partout dans la rue, les gens coloraient leur tissu à la main. Et là, j'ai dessiné un design de tissu, et puis j'ai dit à un gars, écoute, est-ce que tu es capable de me le faire? Puis il me dit, bah, si tu as un peu d'argent, oui, je suis capable de te le faire. Puis c'est comme ça que c'est parti. J'allais dans le nord de l'Inde designer des tissus. Puis je redescendais, en fait, on habitait à Chennai, donc pas loin d'à 3 heures de Pondichéry. Et en chemin, il y avait un petit village qui s'appelait Mahabalipuram où il y avait des femmes, des filles mères, souvent, tu sais, un peu marginalisées parce que tu Oui. sais, ça rentrait pas en fait dans la structure familiale de la culture indienne en tout cas. Et un jour, je me suis arrêtée, j'allais à Pondichéry, je me suis arrêtée, j'ai vu une femme avec son enfant qui était vraiment très jeune. Puis moi, j'étais avec un bébé aussi, hein. Lui, c'était mon sac à dos devant, sur le côté, il était là. Et, euh, et je me suis arrêtée, je lui ai dit, il a quel âge ton enfant? Puis il avait 8 mois, je pense, 8, 9 mois. Le mien aussi en avait 9 mois, et avait 9 mois. Puis je lui ai dit, est-ce, qu'est-ce que tu fais? Puis elle dit, je mendie. Puis là, je lui ai dit, bah écoute, est-ce que ça te dirait d'apprendre quelque chose? Puis elle est montée dans la voiture et on s'est arrêté en fait dans la ville. Puis j'ai rencontré une femme, une Française, un peu Annie Woodstock. On sent qu'elle avait fait plein de choses. Puis elle me disait, écoute, je suis en train de créer une petite association. Je vois que tu as quelqu'un dans la voiture, tu la connais? Je dis, non, je l'ai embarquée dans là. Puis elle me dit, ah, ben moi j'essaye de faire quelque chose comme ça. Puis on a monté une association. Une sorte, pas d'association, une sorte de petite unité où on disait aux filles en fait des rues de venir apprendre. Véronique, elle s'y connaissait vraiment en couture, etc. Moi, j'étais plus marketing, créativité, et puis on a monté ça. Donc, on avait 30 jeunes filles qui apprenaient la couture, mais on leur apprenait plein de choses, l'émancipation des femmes. Enfin, c'est pas qu'on leur apprenait, on s'apprenait mutuellement parce que Oui. c'était et puis, c'était des groupes de parole, plein de choses comme ça. C'était vraiment de beaux souvenirs. Puis, j'ai dû partir.
en Afrique du Sud. Parce que voilà, il fallait suivre Christophe qui était toujours dans son expat. Et donc j'ai fait l'Afrique du Sud 2 ans, 3 ans en Inde. Je me suis mariée d'ailleurs en Inde, fait un mariage à l'indienne. Ensuite Afrique du Sud, 2 ans. Je suis arrivée à Hong Kong, pas à Singapour, mais à Hong Kong. Ok. C'est ça. Hong Kong, on est resté 6 ans. 6 ans et demi, c'est ça. Et puis Hong Kong, Canada, Québec, Montréal, Ottawa. Je sais pas si c'est fini, mais j'ai hâte de repartir. Je dis, ouais. Ça fait quand même pas mal de maïs. Ouais, c'est ça, c'est ça. Une belle façon de voyager, je dirais. Oui, je cherche le bon terme, ou plutôt, comme je le disais avant, il y a 700 IAD, mais il n'y a que 2 manettes et un micro, donc des fois, ils parlementent beaucoup. Déjà, avant tout, un grand merci pour ce partage. D'où te vient Vas-y, vas-y. Ouais, je parle pas, en fait, je me rends compte que c'est vraiment la première fois que, tu sais, je parle un peu de mon parcours parce que généralement, quand j'arrive dans un endroit, tu sais, je vais travailler ou j'interagis avec des gens, puis on me connaît sous une certaine enveloppe, mais tu sais, bon, moi j'appelle ça un peu mon CV là en rigolant là, mais tu sais, c'est pas un CV, c'est tu viens avec tes multiplicités, mais Oui. tu dois rentrer dans une case et une boîte, donc tu sais, tu t'adaptes au contexte des gens autour de toi. C'est un peu pourquoi, disons, Café Thé et Kombucha existent. C'est toujours impressionnant ce qu'on peut découvrir en discutant avec les gens. Parce qu'effectivement, comme tu le soulignes, on a tendance à, par habitude, facilité, ou simplement parce que c'est un volet culturel, de rester sur le volet histoire simple, professionnelle, 2-3 éléments, alors qu'en fin de compte, quand tu grattes, tu découvres qu'en fait, les gens ont fait, je veux dire, des dingueries, pour parler bien français de Ouais, France. c'est ça. Tu sais, des histoires de fous, puis pas obligé des fois d'aller beaucoup loin, mais tu sais, qui ont Ouais. des vécus, des échanges, puis moi, c'est ça que je trouve passionnant dans la vie humaine et dans les interactions. On a compris que tu étais une fonceuse. On a compris que, je dis, j'essaye. Allons-y. C'est Seuziette qui va mener le bal, même si Allez. les autres le jugent. Si je devais utiliser des stéréotypes, j'aurais tendance à tomber en disant: ah, mais tu es une aventurière, tu as soif de vie. Tu sais, ça paraît que tu es curieuse du monde, etc. Sauf que le Zied qui est aux manettes, il n'est pas d'accord. Parce que Ouais. là, on tombe effectivement dans les stéréotypes. Et plutôt, moi, de parler, j'ai une question à te poser. D'où ça vient? D'où ça te vient? D'où ça me vient, le fait de Comme on dit, d'inventer, t'as vu un film, ouais, ça t'a venu suffisamment te chercher pour ouais. devenir un projet de vie. Là, moi, je pense qu'en fait, on est tous alimentés par notre identité, ce qui a créé notre identité. C'est ça, tout à l'heure, je te disais, c'est pas anodin. J'ai des parents qui sont, tu sais, ils ont une histoire aussi. Puis Oui. en fait, il y a comme une transmission de leur histoire sur moi que je vais finir par transmettre à mes enfants, etc. Puis mon père aussi, en fait, c'est comme si j'allais dire, mais je fais partie d'une lignée d'aventuriers, parce qu'en fait, tu sais, actuellement, il se passe, tu sais, beaucoup de choses par rapport aux immigrants, tu sais, qui Oui. traversent la mer et tout ça. Mon père, il a fait partie d'une famille quand même assez aisée au Bénin. Il s'est raté la première fois, en fait, qu'il a été envoyé, parce qu'il est né, en fait, dans plein milieu de la colonisation, donc il avait un passeport un peu d'autochtone, là, Oui. où peut-être qu'on leur avait pas dit vous êtes français, mais tu peux pas passer la frontière comme ça. Donc lui, il est arrivé pour faire ses études. En fait, il avait 17 ans pour faire ses études à Belleville. Donc son père lui paye l'avion, machin et tout. Puis il lui donne, je pense, un petit paquet d'argent. Puis il lui dit vas-y, mon fils, allez, va vivre, développe-toi, apprends. Puis tu nous reviendras comme tu es, mais ou tu reviendras pas, mais en tout cas, fais ta vie. Donc là, mon père, il arrive à 17 ans à l'aéroport Charles de Gaulle. Puis il s'avère que son passeport ne passe pas. Et donc, il est reconduit à la frontière. Tu sais, il y avait, à l'époque, c'était les vols, c'était UTA, c'est une compagnie qui n'existe pas, mais il s'était arrangé en fait pour faire revenir des gens qui arrivaient pas en règle là, et pour les reconduire chez eux. Sauf que mon père, au lieu de rentrer, il est rentré au Bénin, mais l'aéroport, il a dit, mon père, il a tellement confiance en moi, il m'a donné beaucoup, etc. Je vais quand même partir.
Et là, il prend un billet, puis il va en Côte d'Ivoire. Puis la Côte d'Ivoire, il fait le Burkina, il se retrouve en Algérie. Puis il a plein d'histoires comme ça. Moi, mon père, c'est mon Indiana Jones en fait. Il traverse l'Algérie, donc il a toujours un truc à raconter. Il arrive en Italie, donc il traverse. Tu vois, il traverse. Il a fait partie de ces gens qui ont traversé Oui. tu vois, la Méditerranée et il arrive en Italie. Puis le truc avec mon père, c'était quelqu'un qui, comme beaucoup d'ailleurs, qui est très intelligent, qui avait une bonne. Il parlait bien anglais, il parlait bien français. Donc, il a pu faire son chemin. Puis, à l'époque, en fait, quand il est arrivé dans les années 70, on avait encore besoin de ces gens-là, on ne va pas se mentir, mais il fallait reconstruire. Fin 60, il fallait reconstruire quand même. Tu sais, la France, il faisait partie du boom économique. Oui. Puis, c'est comme ça qu'il est arrivé, mon père, en France. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a nourri dans les histoires qu'il racontait quand on était petit. Mais il y a surtout quelque chose jusqu'aujourd'hui qui me permet en fait d'avancer. C'est que j'ai toujours des problèmes en mathématiques. Je me dis, est-ce que mon esprit est logique? Oui, non, mais je pense que je suis trop une rêveuse ou je réfléchis toujours en dehors de. Je ne sais pas comment ça se passe dans mon cerveau, mais je pense que je dois être atypique. Je dois avoir une réflexion atypique là sur les choses. Et j'arrivais pas en mathématiques. Puis mon père, c'est un mathématicien, un statisticien. Et il me disait, écoute, Florence, il regarde mon bulletin. Puis, ouais, je pense qu'en France, c'est sur 20 les notes. Et je pense qu'en maths, j'ai dû avoir un 5 sur 20. Pour un papa béninois et tout, c'est pire que tout. En plus, le gars, il est statisticien, il se dit qu'est-ce qui n'est pas passé dans sa tête. Et là, il regarde, tu sais, dans les bulletins, tu as souvent toi ta note, puis tu as le médium de la classe. Et puis, Oui. ce qu'il faisait aussi en France, c'est qu'il mettait le meilleur, en fait. C'est celui qui avait la plus haute note. Ok. Donc, voilà, le gars statisticien, pour le peu qu'il sait, il commence à regarder le médian, puis le médian, il voit qu'il est à 15, il dit ah, c'est vraiment chaud quand même pour elle, puis il voit que la plus haute note, c'est 19. En France, on n'est pas 20. Le prof, il n'est pas 20. C'est 19 sur 20. Puis là, il dit c'est qui qu'est-ce qu'il y a eu 19 et tout. Puis il s'appelait Stéphane, le gars en question. Je dis ah, c'est Stéphane, un tel. Et il me dit Stéphane, il est comment physiquement? Je dis c'est bizarre. Oui. C'est bizarre. Papa, c'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Il me dit, mais comment Stéphane et tout? Je dis, Stéphane, c'est un garçon, il est plus grand que moi et tout. Mais il dit, ouais, mais physiquement, il a quoi? Il a 2 jambes, il a 2 bras. Je me dis, mais il me prend vraiment pour une débile. 5 sur 20, ça va, mais tu sais, quand même, quoi. Et je dis, ok, il a 2 jambes, il a 10 doigts. Tu vois, Et là, mon père, il fait sa tête, il y en a combien? Je dis, il en a une. Il fait, il en a une comme toi. Je fais, ouais. Il me dit, mais comment ça se fait qu'il a eu 19 s'il a eu une tête, il n'a pas 2 cerveaux? Tu sais, il a un cerveau comme toi. Donc, si toi, tu as un cerveau et que tu n'as pas 2 têtes, tout ce que les gens ils font, qu'ils sont capables de faire, toi aussi, tu peux le faire. Et ça, c'est vraiment le moment où je me suis dit, où je me dis à chaque fois, il n'y a pas de raison. Si lui, il le fait, moi, je le fais. Si elle le fait, je le fais. Et si eux sont partis, je partirai aussi. Et si eux, ils y vivent, j'y vivrai. Donc, ça me permet d'avoir cette réflexion sur partout où on est dans le monde, des gens y vivent, les gens y vivent, ils ont des enfants et tout, donc ça me permet de me dire, si eux ils y sont, malgré leurs difficultés et tout, je pense que je pourrais y être aussi. C'est un peu ça qui me, qui me nourrit. Ah bah écoute, un grand merci pour cette dose de philosophie et de réflexion. Merci à ton papa. Ouais. Si par personne. On s'entend que tu as pas mal voyagé. Ouais. On fera peut-être pas tous les pays, mais et je suis en train de donner une orientation à cette rencontre qui est on va éviter tous les clichés. D'accord. Parce que c'est ça, parce que normalement on dira tu as beaucoup voyagé, qu'est-ce que ça t'a apporté, etc. Mais en fin de compte, ça m'intéresse pas parce que c'est souvent des discussions bateau. Ouais, je comprends. Aujourd'hui, avec tout ton parcours et ton expérience, qu'est-ce que tu dirais à la toi qui a vu Indiana Jones? À la moi qui a vu Indiana Jones, je dirais en fin de compte que j'ai fait beaucoup de choses qu'a fait Indiana Jones.
en fait. Tu sais, je pense que j'ai vraiment vécu avec un parallèle de, OK, est-ce qu'il s'était assis dans un bureau avec du bois autour? Je suis arrivée à l'université McGill, je dis: «Ouais, voilà, voilà». Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il porte des lunettes? Ouais, bon bref. En tout cas, je dirais que je pense qu'aujourd'hui, le film, je ne le reverrai pas de la même manière, c'est sûr, mais je dirais merci au film, heu, mais qu'il y a encore beaucoup de choses que je pourrais faire ou que je pourrais accomplir ou que je pourrais faire mieux. Tu sais, je proposerais même de faire un Indiana Jones numéro, je sais pas, là, ils en sont en combien, là, au 4, mais tu sais, moi, je leur propose, là, voilà, écoutez-moi, les réalisateurs, des gens à faire un Indiana Jones avec une femme, puis d'une minorité aussi, ce serait cool. Et puis, je leur propose de faire des Indiana Jones 10. C'est comme ça, on peut. Il y aura plein d'ouvertures à plein de sujets, plein d'autres sujets. Non, je pense que je dis pas que j'ai accompli, je me sens pas avoir accompli des choses, mais je me dis m'être inspirée fortement de certaines choses dans ma vie qui me permettent de continuer. Mais tu sais, je sais pas aujourd'hui si je peux dire, tu sais, j'ai plein d'expériences, ou tu sais, j'ai un peu ce sentiment de continuer en fait à traverser le fleuve gentiment. Et les IAD sont en train de se battre pour pas dire des clichés comme effectivement, c'est le fameux sillon de la vie que nous traçons tous, etc., Ouais, tu etc. vois, c'est ça. Mais c'est ça. Mais celui-là, ça va, les autres l'ont bâillonné. Bah, c'est un beau partage que tu nous amènes, une belle réflexion. Tu nous l'as dit, tu as des enfants. Ouais, j'ai Qu'est-ce que tu dirais à tes enfants si eux, ils veulent pas quitter la banlieue? Si en fin de compte, ils sont très bien dans leur petit coin de rue, puis qu'en fin de compte, écoute, j'ai un peu ce cas-là actuellement. J'ai deux ados. Le premier, il a, je dirais, bénéficié depuis l'âge de 3 mois de toutes nos aventures. Ça, il a toujours été là. Il est rentré dans un monde, je dirais, d'adultes dans nos conversations très vite parce que des fois, il y a eu des situations où on se trouvait, tu sais, on n'avait pas encore de logement, donc on se oui, trouvait à l'hôtel. On regardait des choupies dans le truc de l'hôtel. J'essayais de, tu sais, de faire plein de trucs pour l'occuper. En Inde, il a connu tu sais, les employés en fait de l'hôtel où on a été pendant quand même 9 mois. Il les appelait par leur prénom, il connaissait ce qu'il aimait. Tu sais, je pense que ça, dans son enfance, ça l'a beaucoup marqué. Il parle plusieurs langues. Euh, et quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, il a dit moi je veux faire comme vous. Je lui ai dit mais c'est quoi comme nous, tu sais, on a des métiers qui sont différents. Puis il a dit moi je veux avoir un travail qui va me permettre de voyager, mais pas voyager juste pour les vacances, de vivre comme vous. Ça, c'était cool parce qu'en fait, je me suis dit, tu sais, il y a toujours cette question des enfants qui sont un peu dans des situations comme lui. Tu sais, on les appelle les third culture child. Tu sais, c'est un peu oui, comme des. Tu lui dis, t'es qui? Il va dire, lui, c'est compliqué en plus parce que tu imagines déjà, moi, je te disais mon CV, mais lui, il va dire, ah, ok, donc mon père, il est français, mais en même temps juif polonais, irlandais, puis ma mère, elle est française, mais en fait, déjà, il a perdu tout le monde, mais en même temps, il n'a pas grandi en France. oui. Par exemple, si tu lui demandes à lui, il va se sentir asiatique. Alors, il faut voir ce garçon de 1,84 m, gros afro, il sent asiatique, lui. Le plus petit, il est né en Afrique du Sud, puis le plus petit maintenant qui a 13 ans, tu sais, quand on lui demandait, ouais, t'es d'où? Puis lui, il disait, je suis un Chinois d'Afrique du Sud. Euh, c'est complexe pour eux, mais en même temps, dans leur façon de voir le monde où est-ce qu'ils veulent s'installer, le plus grand, lui, il aurait tendance à dire, comme je te disais tout à l'heure, je veux faire comme vous. Mais l'autre, en fait, il dit, tu sais quoi, maman, moi, je rêve d'avoir une maison avec un petit barbecue, des voisins que je vois tout le temps. Puis je dis, ça, tu veux faire ça où? C'est difficile quand même parce que en France, je sais pas, je connais pas. Je connais, mais je connais pas trop. Je dis, tu veux faire ça où? Il dit, ah, peut-être en Chine, dans le Guangzhou, quelque part. Tu sais, et je lui dis, ah bon, dans le Guangzhou? Il dit, non, mais l'Afrique du Sud aussi, franchement, c'est pas mal aussi, tu vois. Donc, je pense qu'il y en a un, peut-être, sûrement, qui va, enfin, réussir ou pas, mais à voyager.
tu sais, Oui. à travailler, et à voyager. Puis l'autre, je pense qu'il sera quelque part dans le monde, mais lui, il est plus sur la stabilité, il est plus sur: «Je veux que mes enfants, ils connaissent leurs copains, puis que je fasse le même barbecue, avec mon voisin, on se connaît depuis 10 ans». Tu sais, il a plus une structure où lui, il veut pas bouger. C'est ça. C'est vraiment, différent. Ils sont Oui. vraiment différents. Bah, je dirais, je dirais que c'est extrêmement intéressant, puis surtout, c'est un bel apprentissage. J'aime pas le terme intéressant, Mmh. parce que c'est une belle réflexion en fait que ça m'amène. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant que son objectif, c'est une maison. Enfin, moi j'appelle ça le kit, tu sais, le cliché, Ouais, la ouais, ouais, le maison, le petit cliché, terrain, etc. barbecue, C'est ça. manquer le chien. Mais c'est ça. Mais qu'il ait transposé ça en Chine, Ouais, qui est actuellement la place qui est la plus veut pas. Je dis, c'est facile de se renseigner. La plus, ils sont en plein boom. C'est ouais. c'est 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 c'est, euh, c'est l'Amérique des années 80 qui fait rêver, où tu vois que Mmh. tout est dynamique, il y a encore une population jeune, c'est assez ouvert sur le monde autant que peut se faire. Ouais, c'est ça, Ok. ouais. Puis Mmh. ils ont une soif aussi, une curiosité vers l'étranger, puis vers ce qu'on peut appeler les étrangers. Puis je reviendrai sur ce que tu as dit, où effectivement, c'est là où tu vois que toi et moi, on a quand même des traits qui sont très culturels européens au niveau de l'identité. Tu Mmh. sais, où on doit justifier ou expliquer selon les lignées, alors que, je dis, en Amérique du Nord, je dis, tu Ouais. sais, voilà, qu'est-ce que t'es? Je suis américain ou je suis canadien, puis next. Tu sais, ou donc, tu Ouais, sais, c'est ça. je dis, il n'y a pas de questionnements qui sont Mmh. plus. Je ris tout Ouais, seul, mais c'est ça, parce que dans d'autres régions, c'est quel est ton nom de famille? Ce oui, ce qu'on peut retrouver un peu au Québec. Et ouais, c'est là où tu te dis, il y a quand même plus de poids culturel au niveau québécois et subsaharien ouais, c'est qu'on vrai. pourrait le penser. Ouais, non, mais c'est totalement vrai. Mais en fait, tu as complètement raison, parce que je me rends compte que c'est peut-être, oui, cette question de l'identité, on la porte très fortement en nous parce qu'en fait, venant d'Europe, effectivement, et de la multiplicité de la multiplicité ethnique, tu sais, Oui, des groupes qui se retrouvent en Europe, c'est la question de: «Tu viens d'où?» Moi, elle était compliquée, en France. Moi, je t'avoue que, tu sais, ça fait partie des raisons pour lesquelles, tu sais, je me suis toujours trouvée, super, à l'aise dans les oui, pays où il y avait une multiplicité de gens, tu sais, qui venaient de partout, mais qui étaient légitimes. Par exemple, tu vois, légitimes malgré l'histoire ou quoi. Moi, l'Afrique du Sud, moi, Cape Town, c'est, tu sais, c'est là où en puissance, je me oui. sens comme un poisson dans l'eau parce qu'il y a personne qui va questionner, tu sais, mon mari pourrait être africain, mes enfants aussi, moi aussi, c'est cool. Et c'est ce que je recherche. Je pense que c'est ce que je recherche parce que je pense que j'étais trop confrontée à cette question identitaire. Maintenant, j'ai fait la paix avec ça. Oui. Mais c'est l'étranger qui m'a fait faire la paix avec ça. Oui. Ah, la dernière fois qu'on a discuté, j'avais utilisé cette expression, c'est un grand poisson dans une petite mare. C'est, Ouais. on a tendance à oublier à quel point on est rendu dans un monde globalisé Mhm. et que les échanges existent, puis que autant on reçoit, autant on émet, et que, je dirais pas malheureusement, heureusement, mais la réalité, c'est que l'Occident, on est minoritaire de très très beaucoup. Et Mhm. on est, je dis, à part, puis même là-dessus, je me contredis souvent. Je parle de l'hégémonie culturelle américaine, mais en fin Mhm. de compte, elle n'est pas aussi. Tu sais, prenons l'exemple de l'Inde. Mhm. Tu sais, toi qui y as vécu, en plus, tu adores Bollywood, ça consomme local. Tu sais, on est très loin Ouais. du cliché qui est, je dis, burger, KFC, et puis dernière Mhm. série américaine. Ouais, ouais. Donc, non, tu sais, c'est ce que je dis, se resituer des fois dans le monde, ça permet de rappeler à quel point on est en Inde. Puis, tu m'amènes un vieux souvenir qui sort, où tu sais, on parlait souvent de l'africanité. Mhm. Puis moi, quand j'étais kid, justement, en Suisse, un de mes amis était un Sud-Africain, Ok. mais un Afrikaner. Ok. Donc, l'archétype Mhm. blond, aux yeux bleus, Ouais, ouais, ouais. sauf que lui, il se battait dans l'école parce qu'il expliquait qu'il était africain. Ouais. C'est non, mais pour lui, puis, bah, des fois il allait très loin dans ses théories. Mais Ouais. c'est resté un Afrikaner, on se le cachera pas. Mais tu Ouais. sais, pour lui, il était africain, point.
Puis tu disais, ouais, non, mais tu sais, t'es descendant de machin. Ouais, Non, non, tu sais, non, je suis africain, mhm. point. Puis évidemment, il parlait zoulou. Tu sais, je dis Ah, genre, il parlait zoulou, ok, oui, il parlait d'accord. zoulou, oui, 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 c'est un, oui. Donc, Ce il que je dis, parlait zoulou, c'était des, afrikaans, oui, mais il oui parlait aussi. aussi, évidemment. Bah, Mhm. ça aussi, je t'amènerai. C'est une question que je veux aborder avec toi. Tu parlais de la facilité que tu avais à l'apprentissage des langues et à la Mhm. maîtrise des langues. Mhm. Est-ce que tu dirais que ça t'a énormément aidé à t'ouvrir au monde ou pas? Ouais, moi je pense que oui. C'est sûr que, tu sais, dire à quelqu'un en utilisant un médium, tu sais, comme l'anglais ou le français, Oui, tu vas pouvoir communiquer et faire passer, tu sais, une commande, t'exprimer, avec des amis ou quoi. Mais tu sais, il y a toujours, tu sais, il y a cette phrase de Nelson Mandela qui disait, quand tu veux parler, aux gens, tu sais, de manière informationnelle, tu, parles, une langue qu'ils comprennent, mais quand tu veux le parler à leur cœur, tu parles leur langue maternelle. Et tu oui, sais, c'est un peu ça, c'est que tout de suite, en fait, quelqu'un qui. Et puis des fois, ça tient à rien du tout, vraiment. Tu sais, c'est quelqu'un à qui tu vas dire deux ou trois mots, tout de suite, ça va être différent que, tu sais, je le vois, tu sais, je me débrouille, alors je parle plusieurs langues dans le sens où tu sais, il y a des langues qui sont au même niveau, tu oui, vois. Quoique non, parce que moi, pour moi, le français, ça reste quand même, tu sais, la langue de l'imaginaire, de plein de choses. Mais tu sais, après, je mettrais l'anglais que j'utilise professionnellement, où je suis assez à l'aise, mais j'utilise professionnellement ou avec des amis parce qu'ils parlent pas autre chose. La langue de ma mère, c'est de la langue de l'intimité, donc c'est la langue fond. Il y a le Yoruba aussi qui vient me chercher, ça, je connais quelques mots. Mais après, il y a les langues que j'ai apprises, que j'ai apprises, tu vois, l'italien, l'espagnol. oui, Tu sais, je vais me retrouver en Espagne, il va me falloir aller 24 heures pour me remettre dans la peau. En Italie, ça va être la même chose. Mais quand tu vas, par exemple, tu es à Hong Kong, et à Hong Kong, on sait que moi, les gens, ils ont tendance, ils parlent anglais. Pas tous, mais tu sais, oui, ils le parlent du fait de leur histoire. Et en fait, tu vas lui donner la direction au taxi. Tu as le choix entre lui dire en anglais ou le dire avec les moindres mots que tu connais pour lui dire je vais tout droit, le nom de ta route dans sa langue et tout. L'approche, c'est pas la même. Tu le vois dans la tête des gens. Tu sais, tu vas lui dire, ben voilà, j'habite telle route, tel machin, je vais à telle adresse. Mais quand tu vas lui dire dans sa langue avec les mots que tu connais pour pouvoir dire l'adresse, oui, c'est différent. Tout de suite, lui, il va se dire, ben, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe où il y a une connexion. oui, Je dis pas qu'il va mieux me servir parce que je parle cantonais avec lui, mais tout de suite, il y a un truc où on est ensemble. On est un groupe, on est ensemble. Et l'acceptation se fait beaucoup mieux que quand tu utilises une langue qui n'est pas déjà la tienne pour lui faire passer un message qui n'est pas la sienne. Tu sais, il y a tout un mécanisme qui fait que quand tu parles sa langue, tu lui parles à lui directement. oui, Et ça, c'est quand même, je dirais, quand tu peux avoir en fait des accroches comme ça dans différentes langues, sans nécessairement les, euh, les maîtriser, ça apporte beaucoup dans la connexion avec les gens. Un exemple, là, tu sais, en bas de chez moi, là, il y a tu sais, on me fait, une dame qui fait des ongles. Elle parle chinois, elle parle mandarin, puis sa collègue parle cantonais. Et à un moment, elle parle, tu sais, j'arrive à comprendre le contexte. Et puis là, je leur dis, ah, je parle un peu, mais je le dis dans les deux. Puis là, les yeux qui brillent. oui. À la fin, elle m'a fait les ongles gratuits, quoi. Tu vois. Oui, j'ai dit, j'allais dire c'est un échange de bons procédés, mais c'est normal. Enfin, j'allais dire c'est normal si tu as connaissance des fonctionnements de telle ou telle culture. Mhm. J'essaie souvent des fois de ramener ça, tu sais, parce que souvent on parle d'hospitalité, on parle de certaines mécaniques, mais c'est souvent lié à la culture. Tu sais, Bien sûr. je veux dire, le gros stéréotype, c'est que, puis je reprendrai un peu ce que tu as dit, c'est qu'on parle du Japon. Oui, Tu sais, on nous dit, ah bah, quand tu es touriste, tu parles quelques mots, tout le monde te trouve génial, mais quand tu es sur place, puis que tu parles le japonais, c'est là où les gens vont te faire remarquer les petits points de détail, juste pour te exactement. rappeler que tu n'es pas Ouais. japonais, japonais, puis là on rentre dans
l'histoire, dans la culture, Mhm, dans les mhm. explications qui font que ça se justifie. Mais pas envie de parler de ça parce que là, on serait parti pour des émissions, quoique ça pourrait être intéressant. Ce qui est fascinant, que chaque fois que j'échange avec toi, puis on s'entend que ça fait 72 ans qu'on se connaît On maintenant, se connaît? Bah ouais. à moins que ça soit en minutes, c'est à quel point tu es une anthropologue. Est-ce que tu t'en rends compte? Que je resitue ça, c'est en fait dans tes interactions, dans ta façon de penser les choses, d'appréhender les choses, Mhm, que ce soit autant côté business ou même, tu sais, qu'on parlait de la vision des langues, la vision que mhm. tu as, c'est impressionnant comme tu es une anthropologue, point. C'est... Ben, tu sais, j'ai été fâchée. En fait, je suis rentrée dans un domaine d'études dont j'avais en fait une certaine perception. Tu sais, j'avais Oui. une idée de l'anthropologie. Et puis, quand je suis rentrée dans les études, je me suis rendu compte que tu sais, cette discipline, elle a été créée quand même pour valider en fait certaines choses Oui, dans le oui, monde. L'anthropologie, c'est né de la colonisation, c'est né de la oui, validation de théories oui, en lien avec la colonisation de théories pour, je dirais, asseoir en fait l'impérialisme européen. Et quand je suis vraiment rentrée dans ça, au tout début, j'en avais pas conscience, que j'étais comme un peu dans une bulle académique où tu te poses pas la question, tu vas parce que tu dois valider des choses, machin et tout. Puis, de plus en plus, à partir du moment où j'utilisais en fait la discipline dans les voyages que j'ai faits, les choses ont commencé à se recoller. J'ai vraiment compris en fait ce que c'était que l'anthropologie, qui au début était une anthropologie qui était portée, tu sais, avant les meilleurs anthropologues, c'était des scientifiques, hein, oui. Oui, bah, des médecins, des biologistes. Et puis, j'ai commencé à me dire, mais en fait, ce que j'ai appris là, c'est toujours en perpétuelle continuation, mais ça me donne certaines clés qui peuvent bloquer en fait certaines compréhensions de, tu sais, des dynamiques socio-économiques ou un peu partout. Tu en retrouves partout, sauf que toi, tu le vois, parce que tu arrives à faire des liens avec l'histoire, avec la sociologie, avec les langues, avec les sciences. Mais tu sais, quelqu'un qui n'a pas en fait une notion de cette discipline, qui va faire, tu sais, qui va être en sciences, machin, il va être basé, il va développer en fait ses réflexions sur des méthodologies, des mécanismes qui vont un peu le mettre dans une, moi j'appelle ça une sorte de tuyau, où tu vois pas trop ce qui se passe autour. Sauf que moi, ma discipline, elle fait en sorte de tout reconnecter. Et je pense que c'est un peu comme ça que j'arrive à reconnecter le fait que ben, j'adore le français, mais j'adore aussi l'histoire. Puis... Et en fait, l'anthropologie, c'est comme un fait social total. Ça vient tout reconnecter. Moi, en faisant ce que je fais actuellement, je fais la paix avec tout, parce que ça me permet d'aborder tout. Ça me permet de parler de ce que je veux. Si je veux parler dans un balado de Jason Pédagogie numérique, là, des cheveux crépus, ben, je le fais à travers l'IA, puis ça se passe très bien, tu vois. Mais je vais quand même pouvoir parler des cheveux crépus, tu sais, des questions, en fait, identitaires qui m'intéressent, ou culturelles, ou religieuses qui m'intéressent, et puis ça va bien passer. Donc, je dirais que je me suis rendu compte après ça que c'était vraiment une discipline qui m'ouvrait plein de portes. Je sais pas si, tu sais, les gens, des fois, je leur dis anthropologue, ils disent que ouais, je sors mes compétences de latin, je dis, tu vois, anthropologie, étude de l'homme dans son dynamique. Je veux dire, ça, c'est très français, ça, faire la référence au latin. Voilà, Ouais, voilà, voilà, ça. Ah, on voit dans quel cursus ouais, scolaire tu as baigné. ouais, c'est Ah, ça. c'est ça. Voilà, tu sais, les choses qui servent à rien, tous vos trucs, là, latin, grec, tout ce qui est mort et qui a. Mais par contre, pour fabriquer une machine, j'ai dit, ou une auto qui fonctionne, ah bah ça, non, non, ça c'est Ah, nous, voilà. les Germains. Par contre, si tu me donnes n'importe quel mot, bah, je peux te le donner, la définition, parce que voilà, il y a une grec et de latin. Pour les personnes qui nous écoutent, notez cette phrase et profitez-en lors d'une de vos prochaines interactions. Florence, Florence, j'ai un mot, tu peux, s'il te plaît? Le début du cauchemar. Alors, attends, je vais dans mes données grecques ou latines? Tu m'amènes quelque chose que je trouvais très particulier chez toi.
c'est que tu es la représentante d'une dualité qui ne devrait pas fonctionner. Tu as parlé d'entrepreneuriat, tu es curieuse, ouverte sur le monde, puis tu as soif de savoir. Donc tu t'auto-formes, tu t'alimentes. Mais en même temps, tu as un cursus académique qui est béton et qui est très reconnu, qui est très classique. Mhm. Comment tu deals avec ça? Parce que normalement, aujourd'hui, c'est soit fais des études et puis tu resteras dans les normes, soit au contraire, les études, ça sert à rien, un diplôme, ça sert à rien, va directement apprendre ce qui t'intéresse, Mhm. sans tomber dans le cliché de l'école de la vie. Ouais. Mais tu sais, tu parlais d'IA, actuellement, tu peux avoir accès à quasiment tous les savoirs grâce aux Internet, à Mhm. t'auto-former, à pratiquer, et en plus, tu peux voyager. Ouais, Tu sais, quand effectivement. tu parlais du nord de l'Inde, d'apprendre tel ou tel métier artisanal, Mhm. si tu as possibilité d'aller sur place, aujourd'hui, c'est possible. Ouais. Il y a 40 ans en arrière, c'était déjà, il fallait savoir que ça existe, où ça Mhm. existe, tu sais, Ouais, c'est comment vrai. s'y rendre. Donc, comment tu vis cette dualité? Enfin, pardon, je vais changer un peu ma question. Toi, tu la Mhm. vis, c'est quelque chose de naturel. Mhm. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit, ouais, mais moi, les études, ça sert à rien. Tu sais, je veux devenir entrepreneur, intrapreneur, je Ouais. crois pas en ça. Parce que c'est long, ça coûte de l'argent, puis en même temps, c'est pas intéressant, puis j'ai le goût, j'ai le goût, j'ai le goût de. Ouais, Tu ouais. sais, Après, ça rentre, je pense, dans une philosophie, je dirais, de vie professionnelle où, tu sais, la personne qui dit je veux pas, tu sais, je veux faire de l'entrepreneuriat, puis les études ça sert à rien, c'est peut-être qu'il se sent conforté dans ses compétences, celles d'entrepreneuriat. Tu sais, la question qu'on pourrait poser, c'est est-ce que c'est une personne qui a une appétence aussi pour la connaissance, mais à qui on a fait comprendre, on a réussi à faire comprendre c'est quoi le but de la connaissance. oui. Ça, c'est quelque chose que, tu sais, à Hong Kong, il y avait une matière en sciences humaines que j'enseignais qui s'appelait le TOK, Theory of Knowledge, d'ailleurs qui est une discipline, je pense, qui a vraiment une grande pertinence actuellement parce que, tu sais, avec tous les trucs d'IA et tout, ce serait intéressant de savoir c'est quoi la connaissance vraiment. Oui. Mais je pars du principe que les gens qui étaient avant moi, c'est toute cette communauté académique ou pas, mais qui ont vécu avant nous, c'est nos ancêtres et tout ça, ils nous ont transmis des connaissances qui sont des connaissances empiriques qu'on va utiliser sans réfléchir. Mais moi, j'ai cette idée en fait que je suis là aussi pour apporter ma goutte, j'ai même pas un centième, un millième de la goutte d'eau de la connaissance pour le transmettre aux autres. Donc, en fait, je suis pas dans la connaissance, c'est pas terminé. La connaissance, ça continue. Il y a plein de choses qu'on n'a pas découvert, il y a plein de choses qu'on connaît pas, qu'on pense connaître, qu'on sait pas. Et quand moi je me dis je veux étudier, je me dis pas je veux étudier dans un principe de finalité pour avoir quelque chose. Je me dis je veux comprendre pour que ça alimente mieux la manière dont je vais avancer en fait professionnellement, dans ce que je suis en train d'entreprendre. Donc je le prends pas comme quelque chose qui va me propulser, mais comme une éternelle continuation de si je veux connaître, c'est pour mieux transmettre aux autres ou c'est pour mieux éclairer et pour que, tu sais, c'est un peu ce sentiment de participer à quelque chose qui nous dépasse. Tu sais, Oui. la connaissance, je le prends comme ça. Tu sais, quand tu vois, par exemple, des gens qui, on va dire, ah, il est docteur tu sais, en bois, tu sais, il connaît les particules de machin, de ceci, tu te dis, mais c'est quoi le but? Mais tu sais, ce gars-là, cette femme-là, elle est spécialisée en quelque chose, puis elle va pouvoir te déterminer, en fait, tu sais, qu'est-ce que c'est que le bois, les différentes particules, qu'est-ce qu'on peut faire. Elle continue à avancer dans les études de la matière. C'est anodin, mais si on le met tous ensemble, ben, pour moi, c'est une grande puissance, ça, de pouvoir mettre toutes ces connaissances. Donc, c'est juste que moi, j'ai comme dans cette idée de me dire que je suis dans une continuité. Oui. Après, tu sais, j'aime ça, en fait, savoir de quoi je parle. Oui. J'ai ce sentiment aussi d'imposteur perpétuel qui fait que je me dis, et ça c'est peut-être un peu trop, j'ai un peu une vision aussi encyclopédique des choses. Tu sais, je fais partie de. On a eu des générations où on avait un livre à l'histoire des choses. Alors, on dit, qu'est-ce que c'est qu'une feuille? Une Oui, feuille. oui, Je sais pas si oui. tu as vécu ça là, Oui, mais oui, tu sais, on oui, bien avait ce sûr. livre. Et ça, c'était l'histoire des choses où en fait on se disait que dans l'apprentissage, tu sais, au lieu de dire ok, c'est une feuille sur un arbre, on disait non, on va t'apprendre la composition de la feuille, tu sais, comment les cellules Oui, circulent,
Et ça, je pense que j'ai un peu ce truc-là de me dire, quand je veux parler de quelque chose, j'ai envie de connaître boîte par boîte de quoi on parle. Alors, il y a je suis prédisposée plus aux sciences humaines. Tu vois, tu me parles des sciences. Quoique, non, il y a des trucs quand même, physique quantique et tout, j'aime bien. Mais j'étais perdue, j'ai pas les bases. J'ai pas les bases. Mais la curiosité fait que je vais m'y intéresser. Oui. Bah, je te remercie pour je vais dire ce commentaire. Ça, c'est ton influence. Je commence à avoir un biais académique qui apparaît. Déjà, je tiens à te remercier pour je dis, la qualité de notre échange. En même temps, moi, j'avais aucun doute. Ah ouais, ben, je sais pas si c'est la qualité, en fait, j'ai l'impression juste de raconter ma vie. Là. Ah bah écoute, j'ai dit, elle est suffisamment inspirante pour que je me dise que ça vaille la peine de l'encapsuler, puis qu'à travers cet échange, quelqu'un puisse se reconnaître en disant, ah bah tiens, si Florence l'a fait, pourquoi pas moi? Bah ouais, on a deux têtes. On a une tête, on n'a pas deux têtes. Oui, oui, ça aussi, je l'ai noté, puis je remets. Mais sauf que ça, c'est pas toi, c'est ton papa. C'est ouais, Il c'est mon faut pas commencer à voler les choses. dédicace. C'est ça. On arrive dans le dernier segment de notre échange. C'est sûr que si l'occasion, c'est sûr qu'on discutera. Puis je vous invite à suivre ce qu'elle fait, à aller l'écouter, parce que comme vous avez pu commencer à découvrir, il y a atteint il y a plus, j'allais dire, il y a un univers encyclopédique. Non. Il y a plusieurs milliers de Mais non. livres encyclopédiques de référence bien ordonnés que je vous invite à aller découvrir dans l'Institut Florence. J'ai une question pour toi, qui est une question que je pose souvent. Lors de nos échanges, on a toujours, je vais te poser deux questions, puis je vais y aller de but en blanc. Aujourd'hui, on utilise des expressions françaises. Ah ouais, c'est... Ouais. Quelle est la question que tu aurais voulu qu'on te pose, mais qu'on t'a jamais posée? Pour celles et ceux qui nous écoutent, vous avez 2 heures, puis ça sera dans l'examen de fin de session. La question qu'on m'a jamais posée, Oui. je pense que c'est le « Qui es-tu » Ouais, c'est une question. Ouais, c'est une question qu'on m'a jamais posée, le qui es-tu. En fait, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, tout à l'heure, je te disais, quand tu arrives à un endroit, c'est toi qui t'adaptes en fait à l'endroit. J'ai toujours dit, en fait, les gens, ok, t'arrives, toi, t'es là avec, tu sais, un sac avec plein de trucs. Oui. T'as plein de choses à offrir, mais en même temps, les gens, ils t'ont pas attendu. Tu sais, t'arrives un peu comme un cheveu sur la soupe. Et tu t'adaptes. Donc, tu as tendance, en fait, un peu comme un caméléon, à prendre la forme aussi des gens qui t'entourent pour mieux t'adapter, pour qu'ils puissent te comprendre. Et il s'avère que souvent, je réfrène, tu sais, j'évite. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas vraiment, en fait. Tu sais, qui ne me connaissent pas. Je pense que oui, je peux le dire, qu'ils ne me connaissent pas parce que ils voient Florence est conseillère pédagogique, donc forcément, tu sais, ils se disent, bah, moi, je suis conseillère pédagogique, puis donc, tu sais, ça doit être similaire, puis elle est au Québec, bon, on voit que c'est une femme noire, elle est bien arrivée de quelque part. Ils se disent, bon, j'ai un accent français, elle est française. Je vais sortir quelques petites phrases un peu banlieusardes, elle est banlieue. Mais à part ça, tu vois, cette question, tu sais, dans le milieu professionnel ou, tu sais, même dans mon entourage, c'est pas je me pose la question de savoir est-ce que les gens sont intéressés en fait ou parce que moi j'aime bien m'intéresser aux gens. Peut-être que c'est peut-être quelque chose que je reflète aussi, parce que je m'attends à ce que les gens me posent la question, parce que moi cette question, je la pose pas directement. Donc c'est pas je vois une copine, je dis qui es-tu toi? Non, non, mais je la pose. Je m'intéresse en fait à la multiplicité des gens, mais tu sais, j'ai pas l'impression que il y a cet intérêt pour moi. Non pas que je veux, mais tu sais, des fois, j'ai envie de trouver des accroches autres que professionnelles ou c'est de la vie de tous les jours. Mais parfois, des fois, je sens, et ça, c'est pas qu'ici au Canada, hein, c'est un peu partout, que en fait, dans leur construction, dans leur truc, tu sais, c'est pas ce qu'ils t'ont demandé. Tu sais, ils t'ont invité pour manger pour un barbecue, ils s'en foutent. Tu sais, tu vas remplir leur après-midi, ça va bien se passer, et puis voilà. Mais je pense que
j'ai trop de profondeur dans les connexions que je fais avec les gens et peut-être que c'est une question qu'on m'a pas souvent posée, en fait qu'on m'a pas posée du tout d'ailleurs. D'habitude, j'enchaîne en posant la question à la personne, mais exceptionnellement, je garderai ça pour du off. Ouais, OK. Je suis d'accord. Parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'échanger avec Florence, très sincèrement, plutôt qu'encapsuler ça dans cette formule-là. Mais c'est une très belle question à poser et à se poser. Je te remercie parce ça serait bien que tout le monde, idéalement, prenne un peu de temps puis se pose sincèrement la question. Après, si on est anthropologue ou X ou Y, on va pouvoir expliquer ça d'une multitude je suis docteur en philosophie, je vais t'expliquer pourquoi les gens sont comme ça. Bref, voilà, je suis ingénieur mécanicien, je vais t'expliquer pourquoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu sais, je pense que si on se connaissait les uns les autres, tu sais, il y aurait beaucoup de choses en fait qui viennent du tacite ou de la connexion où il n'y aurait pas de friction en fait. C'est aussi bien dans le milieu professionnel que dans la vie de tous les jours. Enfin, je dis pas tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue, tu vas lui demander qui es-tu, mais rien qu'au boulot, tu sais, ou dans tes connexions professionnelles, quand tu connais les gens, il y a des choses où tu dis bah lui il est comme ça, tu sais, je sais pas. Je vais faire deux commentaires. Je vais faire un commentaire et un hack. Un commentaire qui est que, à mon sens, c'est normal que tu sois sensible à ça, que je sois sensible à ça, et que d'autres personnes vont se dire ah, je suis sensible à ça, parce qu'on est des personnes qui avons beaucoup voyagé. Ouais. Donc et quand je dis beaucoup voyagé, c'est pas forcément kilométrique, mais on a souvent été confrontés à d'autres cultures. Ouais. Puis à des cultures majoritaires. Puis suite, je dis à nos origines, à notre éducation, on n'est pas arrivé en colon en disant quoi que moi je l'ai fait 2-3 fois en posant un drapeau, en disant bon ben voilà, ça c'est Spis Futura, c'est à moi, vous dégagez tous. J'ai fait ça à l'université Laval. Premier meeting, je suis arrivé, c'est comme dans les séances, moi j'aime bien briser la glace. J'ai sorti mes petits drapeaux suisses, je les ai posés, je dis voilà, bon alors tout ça maintenant, c'est à moi, je vous invite à maintenant. Bref. C'est pas mal ça. Merci pour ce souvenir, ça a popé comme ça. Je veux dire, c'est notre perception des choses. Donc, on a tendance à pas vouloir prendre trop de place, à essayer de s'acclimater, à essayer de comprendre, à essayer de les comprendre, de les interpréter, puis des fois, on va beaucoup trop loin, alors que d'autres ne se posent pas la question. Et pourquoi j'enchaîne avec un hack l'humain étant ce qu'il est, on a toujours le même rapport qui est que on peine à se faire confiance les uns les autres. Il faut une dose d'acclimatation. Donc, le hack que m'a donné une amie il y a quelque temps, c'est parce que je fais le parallèle avec ce que tu as dit, c'est quand elle invite les gens chez eux, elle les invite en début d'après-midi. Parce qu'elle m'a dit, il faut au moins une après-midi pour que les gens aient épuisé tout ce qu'ils ont à dire d'inutile pour enfin commencer à se parler sérieusement en soirée. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Tu sais, le fameux small talk, les machins, les enfants, la météo, t'as vu la game, t'as vu ci, puis on va arriver au bout d'un moment, alors, qui es-tu? Tu sais, puis là, tu auras vraiment t'intéresser. Puis après, il y a évidemment le volet culturel, si tu parlais du monde professionnel, le monde professionnel en Amérique du Nord, les comportements, les attentes ont absolument rien à voir avec l'Europe. Puis même en Europe, tu sais, je niaisais en disant, les Latins, les Germains, Ouais, même en Europe. C'est ça, les Slaves, les Grecs, je dis, c'est ce qui fait l'Europe. C'est ce qui fait notre force, c'est qu'on se déteste tous. C'est pour ça qu'on est un phare dans la nuit au niveau mondial. On a un avis sur tout, même si on ne connaît pas, et c'est nous qui allons l'écrire noir sur blanc, puis ça sera l'évangile. Je pensais que les Français étaient les champions, mais ça me rassure que tu me dises les Européens. Moi, je trouvais les Suisses quand même assez... Écoute, c'est ce qui est beau, puis là, on pourrait se lancer des pics et tout. Des pics. C'est ça, et en plus, on enregistre en mai 2024, l'euro n'a pas encore eu lieu. Ouais, c'est vrai. Ça aussi, c'est un rappel de... Tu sais, quand tu parlais des origines, des signes... Non, là, tout le monde se rappelle d'une seule origine. Ouais, là... les plus tactiques changent d'origine selon les résultats. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voyons, je n'ai jamais été italien, voyons. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai un t-shirt Forza Italia? C'est pas à moi. Enfin, ça me fait toujours rire.
merci pour cette réflexion, c'est pour ça qu'on pourra en discuter. Et j'invite vraiment à revenir sur ce que tu as souligné, qui est important de vraiment, des fois, aller un peu plus loin. Pas au niveau de la curiosité, mais se demander. C'est un truc que j'ai tendance à rappeler, vous voulez une réponse, posez la question. Mais ouais. Même si je sais très bien qu'au niveau culturel, ça ne se fait pas, ça peut blesser, ça peut mettre mal à l'aise, mais ça, il faut le savoir. Ouais, il faut le savoir, ouais, c'est ça. Mais des fois, il faut se donner aussi l'occasion d'être bête et d'apprendre. J'ai pas dit con ni conne, j'ai dit bête. Ouais, bête, ouais. Mais ça demande de mettre, tu sais, la question de l'ego, là, c'est quand même fort parce que ça demande quand même de tasser, tu sais, de mettre complètement, tu sais, ce que tu peux paraître aux autres, la perception qu'ils peuvent avoir de toi. Tu dis: «Écoute, whatever, je mets ça de Oui. côté». C'est pas tout le monde qui peut faire ça, c'est compliqué, hein. Je reviens à ce que tu nous as partagé, l'apprentissage. Ouais. C'est souvent, c'est le grand classique. Tu as peur ou tu ne te sens illégitime à faire quelque chose en disant j'ai peur de, j'ai peur de. Puis quand tu commences à le faire, bah, tu dis bon, en fait, ça va, c'était pas si. Ouais, ouais. Je dis non. Enfin, c'est ce qui est le fun avec toi, ce qui est très intéressant avec de discuter et d'échanger ou de jaser avec Florence, c'est qu'on peut aller dans tous les sens, puis avec différents niveaux de lecture. Donc, je vais enchaîner avec la dernière question qui est si tu avais une bouteille, une bouteille à la mer à lancer, ce qui est juste une expression maintenant. Ouais. Si tu avais un message à partager au plus grand nombre et aux générations futures, quel serait-il? Waouh! Oh là là, ça c'est la question. Je suis prise Et- de court. Je veux Ah pas ouais. rentrer dans du folklorique philosophique. Tu sais, Alors, c'est l'avantage, c'est qu'on a le temps. ouais, une bouteille à la mer. Est-ce que cette bouteille à la mer, elle est destinée à des humains ou peut-être éventuellement à des populations T'as qu'on le n'a pas choix. encore découvertes? T'as le Ok. choix. Je sais pas, moi je pense il y a un message, parce que tu sais, pour lire beaucoup de science-fiction, des trucs comme ça, des utopies, des machins, des dystopies. Moi, la question qui me vient souvent, je pense que c'est, voilà, je suis anthropologue, voilà, je trouve qu'on a encore beaucoup à apprendre de nous dans nos interconnexions en tant qu'être humain. Oui. C'est pour ça que je te posais la question, est-ce que c'est destiné à d'autres êtres humains ou c'est destiné à des populations, je sais pas, je ne sais pas si on peut appeler ça des populations, mais en tout cas des extraterrestres. Je sais pas, mais tu sais, il y a un truc, je vais répondre à ta question, mais en Inde, il y avait une population qui me fascinait, c'est la population des îles Andaman. Parce que tu sais, il y a très peu de populations encore aujourd'hui sur Terre qui n'ont pas eu de contact avec la civilisation. Oui, effectivement, oui. Et puis, cette bouteille elle va être destinée à eux parce qu'en fait, les îles Andaman, c'est encore une population tu sais, au large de l'Inde, côté Sri Lanka, une petite île qui est protégée par le gouvernement indien et où ces gens-là n'ont pas eu de contact avec les populations en fait des continents, nos civilisations en tout cas. Donc pas eu de contact, pas eu notamment justement c'est toute la protection en termes de virus, etc. Et ils sont très belliqueux. Oui. Ils sont très belliqueux. Pour te dire, il y a une histoire d'un missionnaire américain qui s'était perdu dans le coin, voilà, et puis lui, il n'a pas pu traverser du tout la forêt des îles Andaman parce qu'en fait, il s'est fait choper avant. Et il y a eu cette question en fait de est-ce que c'est normal qu'on puisse tuer, machin. Puis tu sais, le gouvernement indien leur dit écoutez, on a tous les firewalls, on vous a expliqué, eux c'est nos touches, on les laisse où ils sont. Donc cette bouteille, alors cette bouteille dans la langue andaman, je sais pas c'est quelle langue, mais elle s'adresserait à eux, puis moi, je leur dirais, les gars, je ne vis pas. C'est ça. Restez, restez où vous êtes. Restez où vous êtes. Mais parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a perdu. C'est l'essence même des choses simples de la vie. Et je dis pas que je me complais pas dedans. Moi, je suis dedans, on est dans le train, il avance, ça continue. Mais par contre,
Moi, c'est ça. Dans la bouteille, je me débrouillerais pour qu'ils comprennent le message, mais je leur dirais, c'est même pas la peine de devoir explorer. Je pense que vous êtes très bien les gars où vous êtes. Kiffez. Mais ouais, parce que c'est ça, ça revient aussi à un parallèle que je vais faire, mais moi qui pars une autre bouteille, les gens qui sont en France, ou qui sont peut-être dans des questionnements, ou qui sont dans un endroit où ils se disent est-ce que je pars pas, qu'est-ce que je fais. Cette deuxième bouteille, tu vois, tu m'as dit une bouteille, je commence à en lancer deux, ça va être la dernière. Mais cette deuxième bouteille, elle serait adressée aux gens qui savent pas trop en fait s'ils y vont pas. Oui. Je me rends compte que quand j'étais dans ma banlieue parisienne, quand après j'étais à Paris, on est dans une bulle. Oui. C'est notre monde, en fait. Notre monde, c'est notre pays. On a des connaissances sur ce qui se passe ailleurs, là, avec les réseaux sociaux encore plus. Mais on a quand même une vision des choses qui est imbriquée dans notre environnement, dans notre paysage informationnel, dans nos familles, dans notre culture. Il y a des choses. Il y avait la Florence en fait d'avant, c'est la Florence dans le Za qui a grandi et tout, puis la Florence d'après. Et je pense que cette Florence d'après, c'est une version 2.0 ou 3.0, je sais pas, il va peut-être en avoir 10 versions, mais jamais je regretterai d'être partie. Ça peut faire mal, c'est pas évident, mais j'ai pu accéder à, je dirais, comme dans les jeux vidéo, là, tu débloques ton personnage, je sais pas comment. Oui, des levels, des levels supplémentaires, J'ai pu actionner ça parce que je suis partie. Et je pense que ouais, il faut vraiment se sortir de cette facilité qu'on a et de cette aisance. On est bien, on est comme une cocotte en pâte, tu sais. Ouais. Mais il faut sortir de ça parce que ça permet de se construire et d'aller justement aller chercher le meilleur de soi-même. Et je pense que si j'avais pas fait ça aujourd'hui, on serait pas là en train de parler. Je serais pas qui je suis là. Et je pense qu'il faut sortir pour mieux revenir. Tu sais, je reviendrai peut-être en France dans un coin, dans le Poitou-Charentes, dans un petit village à un certain âge ou quoi, mais je ne reviendrai pas la même. Oui. Et ça, je pense que c'est important. Et en tant qu'être humain, on est amené normalement à devoir circuler dans le monde. Le monde, il est à tout le monde, là, comme disait Alexandre le Grand. Il suffit de le prendre. Personne qui t'empêche d'aller où tu veux. Oui. Mais il faut l'avoir choisi, il faut décider, il faut se faire mal. Et puis, c'est ça. Il y aura tout ça dans cette bouteille, dans la deuxième. Un grand merci. Donc, c'est ça. Donc, ça fait. On sait, enfin, je sais où les envoyer, les bouteilles. Tu vois. Écoute, d'abord aux personnes qui nous écoutent, un grand merci d'être avec nous jusqu'ici. Je mettrai évidemment les liens sur les productions et sur le LinkedIn de Florence en commentaire. En description, je dis toujours commentaire par abus de langage. Maintenant, le plus facile pour moi, un très grand merci pour ce moment. Je suis très très content d'avoir pu entreapercevoir, que dis-je, d'avoir pu débuter le début du préface de la série encyclopédique de Florence, qui, j'allais dire à 24 000 tomes, mais ça rend pas justice. Bref, d'avoir pu entreapercevoir ce que tu as bien voulu nous partager là, et je trouve ça déjà sacrément inspirant, puis moi ça me parle bien sûr, puis j'ai aucun doute que ça parlera aux personnes qui nous écoutent. Merci à toi Ziad c'est moi qui te de remercie. m'avoir offert cet espace pour pouvoir parler d'autre chose que technologie. C'est certain, donc comme à chaque fois, je fais des longues phrases pour dire un truc simple, un grand merci franc et sincère, et je te laisse le dernier mot, à toi de jouer Florence. Mon dernier mot, franchement, moi, c'est vraiment mille merci parce que ça me permet de. Tu m'as vraiment là offert un espace, un safe space pour pouvoir parler de. En fait, tu m'as posé la première question qui es-tu. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Au moins, je pourrais dire voilà, une fois, il y a un gars qui s'appelle Ziad qui a voulu en savoir un peu plus sur moi. Pas parce que j'aime bien parler de moi, mais parce que ça fait du bien et j'espère que. Voilà, qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir aussi se lancer. Parce que si Florence, elle a une tête et elle a fait, je pense que tout le monde peut le faire, en fait. C'est ça. Merci à toi, Ziad. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.